Quand on pense aux universités, on pense à des forteresses du savoir, n'est-ce pas? Et c'est vrai, sauf qu'elles ont une faille béante en fait. Elles sont expertes pour gérer les livres, les articles, les cours, bref, tout ce qui est tangible. Mais l'essentiel de leur trésor, leur capital le plus précieux, leur échappe presque complètement. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ce savoir caché et surtout, on va voir comment on peut enfin le mettre en lumière. Regardez ce chiffre, 90%. C'est c'est vertigineux. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est la part du savoir le plus précieux d'une université qui passe totalement sous les radars de ces systèmes officiels. Oui, c'est bien ça. Le LMS, la plateforme de cours en ligne, eh bien, elle ne voit que la toute petite pointe de l'iceberg. Tout le reste, le plus gros, est immergé, invisible. Et ce reste, qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience des profs, les discussions informelles dans les couloirs entre étudiants, le savoir-faire unique du personnel administratif. En gros, tout ce qui n'est pas écrit dans un manuel, mais qui est absolument vital pour que l'institution fonctionne. Et voilà, on arrive à la question à 1 million. Comment est-ce qu'on gère ce qu'on ne peut même pas voir? Si ce savoir informel est si crucial, si important, comment une organisation peut-elle espérer l'identifier, le préserver et encore mieux, le faire fructifier? C'est tout l'enjeu qu'on va décrypter maintenant. Bon, pour commencer à y répondre, il faut d'abord bien s'entendre sur de quoi on parle. Le savoir universitaire, ce n'est pas juste des théories et des faits qu'on trouve dans les livres, c'est bien plus complexe. Et voilà la clé de tout. En fait, il y a deux grands types de savoir. D'un côté, le savoir explicite. C'est facile, c'est tout ce qui est écrit, formalisé. Les programmes de cours, les procédures, tout ce qu'on peut mettre dans un fichier. Ça, les systèmes savent très bien le gérer. Et de l'autre côté, il y a le trésor caché, le savoir tacite. Et là, c'est autre chose. C'est l'intuition d'un prof en plein cours. C'est le petit truc que connaît un administrateur pour débloquer une situation compliquée. C'est le carnet d'adresse d'un chercheur. Ce savoir-là, il vient de l'expérience. Il est dans la tête des gens. Il est quasi impossible à écrire. Et pourtant, c'est souvent lui, le plus précieux. Et attention, ce savoir n'est pas du tout concentré en un seul endroit. Il est complètement éparpillé, distribué entre plein d'acteurs différents. On pense tout de suite aux enseignants et aux chercheurs, bien sûr, mais il y a aussi le personnel administratif, qui sont de vraies mémoires vivantes des procédures. Il y a les étudiants, avec leur retour d'expérience super important. Et même les partenaires externes. C'est comme un immense puzzle, et chaque groupe détient quelques pièces essentielles. Prenons l'exemple d'un enseignant. Pour lui, la connaissance est d'une complexité folle. Ce modèle, le modèle TPACK, l'illustre parfaitement. Pour bien enseigner, il ne suffit pas de connaître sa matière, non, c'est une véritable alchimie entre trois choses. Le contenu, ce qu'on enseigne, la pédagogie, comment on l'enseigne, et la technologie, avec quels outils. Et devinez quoi? La partie la plus subtile, la plus importante, ce fameux comment enseigner, eh bien elle relève quasi entièrement du savoir tacite. Alors, le constat est un peu inquiétant, non? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une stratégie pour éviter que tout ce savoir s'évapore dans la nature. La réponse, c'est oui. Et ça porte un nom, le knowledge management, en bon français, la gestion des connaissances. Attention, quand on parle de gestion des connaissances, il faut tout de suite oublier l'image d'une vieille archive poussiéreuse. Ce n'est pas du tout ça, c'est une démarche super active. L'idée, c'est d'identifier les savoirs qui comptent vraiment, d'encourager les gens à les partager et surtout de les rendre disponibles au bon moment, à la bonne personne. Le but ultime, c'est de bâtir une véritable intelligence collective. Ce processus, il fonctionne comme un cycle qui ne s'arrête jamais. Étape 1, on crée de la connaissance, des nouvelles idées. Étape 2, on l'organise. C'est une étape super importante qu'on appelle la curation. On trie, on valide, on s'assure que c'est pertinent et de qualité. Et enfin, étape 3, le cœur du réacteur, on la partage pour qu'elle soit utilisée, réutilisée et qu'elle serve de base pour créer de nouvelles connaissances. Et hop, la boucle est bouclée et ça recommence. Ok, alors, parmi tous les outils du knowledge management, il y en a un qui est vraiment, vraiment puissant pour rendre visible ce qui était invisible. C'est la cartographie des savoirs. Imaginez ça comme un véritable GPS du cerveau de l'université. Et pour bien comprendre, rien de tel qu'un cas concret. Alors, mettons-nous en situation, un scénario très réaliste. Une université décide de lancer un nouveau master super pointu en sciences des données et intelligence artificielle. Forcément, la première question qui se pose, c'est est-ce qu'on a les compétences pour ça en interne? Qui sait faire quoi? Où est-ce qu'elle se trouve, cette fameuse expertise? Bon, le premier réflexe, c'est de rassembler les infos. On fait une liste, un tableau, comme celui qu'on voit ici. C'est un bon début, hein. On voit que le professeur X est un expert en Python, que le docteur Y maîtrise le RGPD, super. Mais regardez bien cette liste. Elle est complètement plate. Elle ne nous dit rien sur les liens entre ces personnes. Et surtout, elle ne révèle absolument aucun des dangers qui se cachent derrière. Maintenant,
Passons à la magie. On prend cette liste et on la transforme en cartographie. Et là, la différence est juste saisissante. Ce n'est plus du tout une liste. C'est une vue dynamique. C'est une radio du cerveau de l'université. D'un seul coup d'œil, on voit les connexions entre les expertises, on voit les pôles de compétences bien solides, mais on voit aussi, et c'est ça qui est crucial, les points de rupture, en rouge, les savoirs qui sont dangereusement isolés. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte? Eh bien, au moins 3 choses stratégiques. D'abord, un risque majeur saute aux yeux, le seul expert en infrastructure cloud, Monsieur Z, part à la retraite. Alerte rouge, il faut organiser le transfert de son savoir, et vite. Deuxièmement, on voit un silo. Toute l'expertise critique en Python repose sur les épaules d'une seule personne, le prof X. C'est risqué, il faut absolument diffuser cette compétence. Et enfin, on découvre une super opportunité, il y a un labo de recherche de pointe, le labo Alpha, qui pourrait directement nourrir le programme. Des infos qui étaient totalement, mais alors totalement invisibles dans le tableau de départ. On le voit bien avec cet exemple, la gestion des connaissances, ce n'est vraiment pas une histoire de technicien ou d'archiviste. Non, c'est un levier stratégique absolument majeur pour l'avenir de n'importe quelle institution. Et les bénéfices, ils sont très concrets. On parle d'une gestion beaucoup plus intelligente des départs en retraite, pour ne plus perdre bêtement le savoir-faire. On parle de faciliter la recherche entre différentes disciplines, parce qu'on sait enfin qui c'est quoi. Et surtout, on parle de faire tomber les murs, de casser ces fameux silos entre départements qui freinent la collaboration et l'innovation. Mais, et c'est un mais énorme, il y a un point absolument essentiel à retenir. On peut avoir les meilleurs outils technologiques du monde, ils ne serviront à rien sans l'humain. Le seul véritable défi, c'est de créer une culture d'entreprise, une culture où le partage des connaissances est non seulement encouragé, mais aussi valorisé et même récompensé. C'est la confiance entre les gens qui est la véritable clé de voûte de tout le système. Pour finir, il faut garder cette idée en tête. Le capital le plus volatile, le plus fragile d'une université, il n'est pas dans ses murs, il n'est pas dans ses bâtiments, il est dans la tête des gens qui y travaillent. Chaque soir, une partie de ce savoir rentre à la maison. Chaque départ à la retraite, chaque connaissance qui n'est pas partagée, c'est une perte sèche, une perte irréversible. Alors au fond, la vraie question, ce n'est plus de se demander s'il faut gérer ce savoir, c'est de décider par où et par quand on commence.